Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commentons l'actualité aujourd'hui avec Noémie Alioua. Bonjour, vous êtes journaliste, essayiste et vous avez publié La terreur jusque sous nos draps aux éditions Plomb. Je pense que ça devrait vous plaire comme livre, oui, Sophie. je sens. C'est tout à fait dans ce que vous pensez. Jean-Pierre Denis, journaliste et écrivain. Bonjour. Bonjour. Sophie Monton, chef d'entreprise, président du mouvement éthique, faut que je vous présente. Et Stéphane Amar, bonjour. Vous êtes docteur en psychologie. Vous avez publié L'accompagnement en soins palliatifs, approche psychanalytique chez Duno. On évoquera peut-être cette loi attendue sur la fin de vie. Jordan Bardella qui caracole en tête des sondages avec 33,5% d'intention de vote dans notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Oui, c'est marrant parce que après le débat Attal Bardella, tout le monde dit Gabriel Attal a gagné la partie et tout. Force est de constater que ça n'a pas on le met sur un piédestal. Payé. Emmanuel Macron lui met en garde contre les vents mauvais de l'extrême droite en Europe. Et puis hier soir, 10 000 manifestants, ce n'est pas rien pour Gaza à Paris. On en parle avec vous. On va commencer tout de suite avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Jean-Pierre Denis, un peu en marge de cette actualité. Oui, parce que je vous sentais un peu morose quand on est rentré dans le studio. Vous aviez l'air d'avoir le blues. Alors je me suis dit qu'une jolie histoire. En fait, j'ai envie de vous dire, mais regardez donc dans votre grenier, si vous avez une maison de campagne, montez dans le grenier et regardez si par hasard vous n'auriez pas un Caravage. Bien sûr. Ça peut valoir le coup quand même d'en avoir le cœur net. Parce que c'est arrivé. Il y a l'histoire de cette toile qui a été estimée, je crois, 1500 € parce que c'était soi-disant d'un artiste anonyme de l'atelier 2, etc. Puis quelqu'un a regardé d'un peu plus près. C'est un Caravage. Et alors, c'est vrai qu'elle était en très très mauvais état. Elle n'avait pas été restaurée pendant 400 ans, donc ça avait franchement l'air de rien. Dans le même grenier depuis 400 ans. Oui. Alors, non, elle avait été, je crois, un petit peu pillée par les troupes de Napoléon. Bon, on peut passer en glissant là-dessus. Mais elle a été restaurée. Elle est exposée actuellement au musée du Prado pour 9 mois. Je suis pas allé la voir au Prado, mais j'en ai bien envie. C'est un tableau magnifique. C'est un Ecce Homo. On reconnaît maintenant qu'on le sait, évidemment, mais quand même on reconnaît le Caravage. C'est un très très beau Caravage et c'est une très belle histoire. Il y a des histoires comme ça. Moi, j'ai eu le contraire. J'avais un Monet. On m'avait juré que c'était un Monet dans la famille. Et on s'est prosterné devant le Monet pendant des années. Et ce n'est pas un Monet. Je suis vraiment désolé pour vous. Zut. Mais ça arrive effectivement ça arrive également. Plus souvent que le contraire. Mais des belles histoires comme ça, c'est assez formidable. Alors Sophie, vous êtes d'humeur un peu moins joyeuse. Je suis quand même en admiration. Oui. Je suis en admiration devant les aiguilleurs du ciel. Il y a 4000 aiguilleurs du ciel qui font la pluie et le beau temps sur le trafic aérien. Rapprochez-vous de votre micro. Ils ne connaissent pas l'échec. Ainsi, ils ont réclamé, on le sait, une diminution du temps de travail, partir plus tôt, etc. En menaçant, à l'approche des Jeux Olympiques, évidemment, on cède tout. Et on a cédé. Et alors, figurez-vous qu'il y a un nouveau préavis de grève, et ça, je trouve ça quand même magnifique. Ils avaient obtenu gain de cause, et maintenant, ils font grève, parce que comme on a réduit le temps de travail, il n'y a pas assez de travailleurs. C'est-à-dire que on a diminué leur temps de travail, on a dit qu'ils partiraient plus tôt, et donc ils font grève, parce qu'à ce moment-là, il faut évidemment plus d'effectifs. Je trouve ça quand même assez stupéfiant et je suis très inquiète par rapport à ça parce que il y a un boulevard en ce moment pour ceux qui font grève et qui menacent. C'est pas très beau, que ce soit les aiguilleurs du ciel, que ce soit la RATP, etc. Alors, je suis d'accord que un surcroît de travail, ça peut être rémunéré, mais enfin, il y a les heures supplémentaires pour ça. Et quand on voit ce qui s'est passé à la SNCF, ce qui risque de se passer à la RATP, alors que par exemple, je voudrais citer G7, les taxis sont tous mobilisés, super. Enfin, il y a pas l'once d'un chantage. On pourrait avoir aussi un sentiment national à l'approche des Olympiques. Et je trouve que la pratique actuelle du chantage tout azimut pour se faire augmenter sous prétexte que la France est en danger pour son image s'il y a des grèves. C'est lamentable. Et les aiguilleurs du ciel, je veux dire que j'étais scotché. Donc ils ont fait grève, on leur a donné moins de travail et maintenant ils refont grève parce qu'il n'y a pas assez de personnel. C'est quand même super. On rappelle que le droit de grève, c'est très français. Évidemment, c'est très français. Alors je me rappelle d'une fois, il y avait eu une grève et une manifestation contre la grève. Alors là, je me dis, on est dans le top du summum, si vous voulez, de l'esprit français. C'est vrai qu'avec des professions qui ont un pouvoir de nuisance plus important que. Alors qu'il y en a, et j'ai un coup de chapeau pour le personnel médical dans les hôpitaux qui fait grève avec marqué en grève. Avec un brassard. Oui, avec une forme d'égoïsme aussi. Oui. Bien sûr, parce qu'on prend en otage les gens qui voudraient simplement voyager. Donc, on peut considérer que c'est une forme de caprice. Dit, Valérie soutiennent la grève
Quoi qu'il en soit, non non, pas toujours, mais le principe de la grève, oui, bien sûr. Ça, non, mais effectivement, il pourrait y avoir eu des accords. Je ne sais pas si vous avez une réaction. Certains en profitent avec l'arrivée des Jeux Olympiques. C'est les syndicats qui sont très responsables, parce que quand même, c'est vraiment eux qui mettent la pression. Je crois que c'est eux qui mobilisent le personnel dans les entreprises. Enfin, on a des syndicats qui sont pas très citoyens, je trouve. Donc là, on a une toute petite corporation qui a un pouvoir démesuré, évidemment, puisqu'elle peut bloquer et avoir une résonance internationale immédiate. Donc, j'étais un petit peu troublé quand vous dites qu'ils ne connaissent pas l'échec. En fait, je croyais que vous vouliez dire les chèques. Les chèques. Mais je pense que... Là, c'est le psychanalyste qui va pouvoir réagir. On va marquer une petite pause. On se retrouve après le journal et on va continuer de débattre avec vous sur l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes avec vous jusqu'à 11h, jusqu'à midi, il est 11h déjà, pour commenter l'actualité avec Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Vous avez publié La terreur jusque sous nos draps, qui est paru chez Plomb. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain. Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Stéphane Amar, docteur en psychologie. Vous avez publié L'accompagnement en soins palliatifs, approche psychanalytique, qui est paru chez Duno. On va parler évidemment de la situation à Gaza, les 10 000 manifestants hier à Paris pour protester contre la frappe d'Israël. Emmanuel Macron qui met en garde contre le vent mauvais de l'extrême droite en Europe et Jordan Bardella qui caracole en tête des sondages. Hier, notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio le donnait à 33,5% d'intention de vote. Ce matin, un autre sondage le donnait à 34%. Ce sont des sondages, ce sont des intentions de vote. Est-ce qu'il monte, Bellamy ? Non, pas du tout. Bellamy ne monte pas du tout. Les mouvements se passent plutôt entre un basculement entre Renaissance et Raphaël Glucksmann. Donc, et Reconquête qui baisse. Et Reconquête, ils perdent 1,5 point. Ah oui, pardon. Ouais. Pas chez nous Reconquête qui baisse. Ouais. Moi j'ai vu le dernier sondage. Reconquête qui continue à baisser. Donc voilà, tous ces sujets avec vous. Alors on continue notre tour de table. Stéphane Amar, vous c'est un coup de cœur. Oui, j'ai envie de dire c'est un mixte, même. Oui. À la fois un coup de cœur, à la fois une colère quand même, puisque on relance la question de la transidentité pour les mineurs. Ce soir, cette question sera débattue chez les sénateurs et donc le coup de cœur, c'est plutôt en effet d'alerter sur les dangers d'une transformation précoce dont on sait bien que... Et précoce, c'est quel âge ? Avant la puberté, c'est ça ? Ah non. Alors non, c'est à l'adolescence en fait. Après la puberté quand même. Oui, puisqu'il s'agit de bloquer en fait. Hormonal, oui. Et c'est pour ça que je disais avant la puberté, parce que j'ai discuté avec un transgenre qui m'expliquait que si on avait accepté sa transformation avant qu'il mue, il n'aurait pas eu cette voix grave. Donc lui regrettait de ne pas avoir pu subir une transformation à l'adolescence. Oui, bien sûr. Non, mais toutes ces revendications, on peut les comprendre. Mais on y reviendra peut-être sur la question de la fin de vie. On est un peu dans les mêmes questions, c'est-à-dire des revendications d'un côté, des lobbies, et puis finalement une généralisation d'une problématique de certaines personnes qui pourraient bénéficier en effet de certains changements dans la société. Peut-être préciser qu'il y a quand même aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a un mouvement plutôt de retour en arrière qui vient pas spécialement de milieux réactionnaires, qui vient de médecins, de professionnels de la médecine, qui disent attention, on va peut-être trop vite, trop tôt chez des enfants pour lesquels il y a une question, un trouble, une demande, mais qui peut-être ne se traduirait pas de la même manière plus tard, soit à l'adolescence, soit à l'âge adulte. Donc le sujet, c'est pas la transidentité, c'est à quel moment on autorise en fait, et à quel moment on laisse aux enfants la possibilité de se construire, ou alors on va vers quelque chose d'irréversible. Il faut qu'ils soient majeurs, enfin ça me paraît la base. Mais ce qui paraît un peu fou quand même, c'est qu'on soit obligé de rediscuter pour limiter une loi qui a été faite sans suffisamment de recul, sans suffisamment de réflexion, puisque il n'y a pas besoin aujourd'hui d'en arriver à ça pour que beaucoup de médecins, et notamment psy bien sûr, alertent sur cette question, puisqu'on connaît très bien cette problématique
du doute à l'adolescence, de questionnement. On ne parle pas aujourd'hui de toutes les influences diverses et variées, voire incitation à se poser des questions là où peut-être on se les poserait pas. Enfin, et on en arrive à quelque chose de complètement fou. Donc moi je trouve qu'en effet, en arriver aujourd'hui à se dire que on est peut-être allé trop loin. Peut-être que ça devrait nous faire réfléchir sur la future loi sur la fin de vie. Mais il y a une forme quand même je vais employer un gros mot, mais de tyrannie de minorité, malgré tout, qui veulent imposer une façon de voir les choses. Oui, mais ce qui est plus grave, c'est plus que ça. J'ai la fille de mes amis qui est dans le même cas, qui a 17 ans. Les parents font preuve de beaucoup de psychologie, elle voit quelqu'un, un psychologue, etc. Elle veut faire un traitement. On lui a dit, tu attendras ta majorité, nous ne prendrons pas la responsabilité de faire quelque chose. Et j'ai dit, heureusement, ça coûte cher, etc. Non, à 18 ans, c'est gratuit. La sécurité sociale rembourse tout ce qu'il y a à faire. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Oui. Oui, ça a du sens, bien sûr que ça a du sens. Mais c'est surtout, vous savez, quand on lit les articles des années 60-70 qui prônaient la liberté sexuelle absolue, y compris avec des enfants dans les cas les plus extrêmes, on se souvient d'un papier de Libération qui s'appelle Faites l'amour même avec les enfants. Il y a eu, si vous voulez, des excès de la libération sexuelle qui ont ensuite, il a fallu plusieurs années, plusieurs décennies même, pour que ces enfants-là disent ensuite aux adultes de l'époque, vous ne nous avez pas protégés. Et moi, ce que je crains aujourd'hui, quand j'entends ces discours-là qui affirment que des enfants peuvent changer de sexe et accéder à ce qu'il faut bien appeler de la mutilation génitale parfois, eh bien, c'est que ces enfants-là, demain, lorsqu'ils deviendront adultes, reprocheront à ceux qui auraient dû les protéger de ne pas l'avoir fait. Parce que lorsqu'on est un enfant, on n'est pas responsable, on n'est pas encore construit, on n'a pas encore une conscience qui est suffisamment développée pour savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on pense. Et même à 18 ans, c'est mais tout à fait. Et tout au cours de la vie, on évolue, mais particulièrement quand on est un enfant, il faut être protégé. L'adulte doit prendre des décisions pour l'enfant, et ensuite, lorsqu'il grandit, il est plus libre de son choix, si vous voulez. Et donc nous, en tant qu'adultes, nous avons des responsabilités. Il y a quand même une petite musique qui s'installe doucement, c'est qu'un bon parent, c'est quelqu'un qui est non seulement à l'écoute de ses enfants, mais qui doit suivre ce qu'exprime l'enfant. Et c'est là où il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas la différence entre écouter et accepter ou valider. Et en effet, ce que vous dites finalement en psychologie, on pourrait dire que c'est la dimension protectrice du non. Mais c'est dans tous les domaines, parce que je vois dans l'alimentation des enfants, on demande à des bébés de 3 ans, est-ce que tu veux une escalope ou une côtelette de mouton? Je veux dire, il y a un moment, on leur donne des choix tout le temps. Alors, c'est une question assez complexe, assez... Oui, c'est une question qui est très idéologisée. Comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de sujets de ce type, c'est une question qui est très idéologisée, que l'on écoute et que l'on protège les enfants. J'entendais un petit garçon de 3 ans et demi dire qu'il voulait être habillé comme une princesse. Qu'on écoute les enfants qui expriment ça me paraît extrêmement important. Qu'ils soient protégés des autres enfants qui autrefois les brutalisaient, les violentaient, des adultes qui les empêchaient d'être ce qu'ils avaient envie d'être. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Et il faut qu'ils soient doublement protégés. Et en fait, c'est ça le sujet. Il faut qu'ils soient à la fois protégés des agressions qu'ils peuvent subir et protégés de désirs qu'ils expriment à un certain moment, mais qui vont ensuite évoluer dans un sens qu'il est très difficile de prévoir. On a entendu l'exemple que vous donniez de cet adulte qui regrette que quand il était plus jeune, on n'ait pas pu l'accompagner pour changer d'identité, mais il faut entendre aussi ceux qui regrettent aujourd'hui d'avoir fait cette transformation, qui détransitionnent, parce qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup. Mal-être. Donc il faut arriver à trouver une position de sagesse et d'équilibre, et ça serait bien qu'on laisse un peu d'idéologie. Parce que moi j'ai entendu ce qu'elle me racontait, c'est-à-dire que depuis qu'il avait, quand il était garçon, 4 ans, il savait qu'il avait un corps de garçon et qu'il était fille. Bien sûr. Donc ce sont des cas qui existent aussi. Après, il y a effectivement
effectivement des auditeurs qui me disent que beaucoup aussi se nourrissent de l'air du temps, bien de sûr, la. Il y a des écoles où à 4-5 ans, on leur dit bon, mais tu veux être quoi? Enfin, c'est inimaginable. Tu n'es pas obligé d'être un garçon. Oui. Avec cette idée que par le passé on a figé les identités. Non, il y a toujours eu des doutes, on a toujours douté. Moi je me rappelle très bien quand j'étais petite, je voulais être un garçon, je disais à ma mère mets-moi des pantalons, mets-moi des jeans parce que mon frère était un peu préféré et à ce moment-là j'avais des doutes, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Je veux dire, je suis contente que ma mère ne m'ait pas dit à l'époque on va te faire changer de sexe. Non, le doute fait partie de la vie, le doute de l'identité fait partie de ses réflexions, mais l'adulte doit prendre la décision jusqu'à ce que l'enfant soit suffisamment grand pour choisir. Pour conclure le sujet, la loi normalement va mettre des limites à cela. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi Alors c'est une proposition des LR qui évidemment est dénoncée comme si c'était une hérésie, si je puis dire, parce qu'en fait il y a quelque chose là d'un raz-de-marée progressiste qui ne peut supporter la moindre limitation, le moindre questionnement, et comme vous disiez, c'est purement de l'idéologie. Bien sûr. Donc c'était pas gagné. Il faudrait commencer par l'école. Enfin, c'est pas supportable de à 4-5 ans de leur dire que c'est de l'incitation. C'est de l'incitation même, parfois. Oui, et maintenant dans les formulaires, quand vous avez homme, femme, non binaire, non mais on tombe sur la tête. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant et on va parler d'Israël parce que les choses sont en train de beaucoup bouger, en particulier avec cette déclaration d'un dirigeant du Hamas qui dit nous avons besoin de ce sang des vieillards, des femmes et des enfants. C'est assez effarant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. On va parler donc de plusieurs choses, de la montée, l'ascension fulgurante de Jordan Bardella, 33,5% des sondages, Emmanuel Macron qui met en garde contre le vent mauvais. Et puis la manifestation à Paris hier, 10 000 personnes dans la rue pour manifester contre la dernière frappe d'Israël à Gaza. Et vous, Noémie Alioua, vous vouliez revenir sur l'intervention de Rima Hassan hier à Paris-Dauphine. Oui, tout à fait, même plus précisément sur l'action d'un jeune qui s'appelle Simon Moss, qui est en fait un militant, étudiant en école de commerce, militant pro-Israël et pro-valeurs de l'Occident, comme il le dit. Il a fondé un petit média qui s'appelle InMedia Plus. Et en fait, hier, il y avait effectivement une intervention de Rima Hassan, donc la candidate de la France insoumise, à l'université Paris-Dauphine, et il a souhaité poser une question. Donc il s'est comporté vraiment en élève extrêmement sage. Il a attendu la fin de la conférence à laquelle elle a participé pour lever le doigt. Voilà. Et on écoute ce qu'elle a dit. Écoutez. Il y a des questions parce que Rima va devoir nous quitter comme on l'a dit tout à l'heure. Archi rapidement, question hyper on ne te donnera pas la parole. Il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas en premier, donc si vous avez un micro à lui passer, tu peux baisser le bras, ça sera bien. Alors, tu peux baisser le bras. Oui, je vais vous résumer. Oui, résume, parce qu'il faut voir la scène. Il y a ce garçon qui lève la main pour parler. Elle lui dit tu peux baisser le bras, tu parleras jamais. Voilà, quand elle a vu son visage, quand elle l'a reconnu, parce qu'il est sur les réseaux sociaux, il est assez active, elle a refusé même de lui donner la parole. Elle n'a même pas écouté ses questions, si vous voulez. Donc, je l'ai contacté ce matin pour savoir quelles questions il voulait lui poser. Première question, quel pouvoir le CRIF a sur le gouvernement français ? Deuxième question, si le Hamas n'est pas un groupe terroriste, que faudrait-il qu'il fasse pour qu'il le soit ? Donc ça, c'est les deux questions qu'il aurait aimé poser à Rima Hassan, qui s'est positionnée sur ces deux questions, puisque je rappelle qu'elle a affirmé sur Twitter, d'une part, que le CRIF influence la politique française en matière des affaires étrangères, et d'autre part, que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Donc il voulait simplement poser ces questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas pu les poser, puisque Rima Hassan ne l'a pas laissé parler. Et tout ça, si vous voulez, donne une idée du niveau
de démocratie de cette personne, ou plutôt du niveau de sa tyrannie, puisqu'elle n'écoute pas, elle n'écoute même pas sa question. C'est ça qui est impressionnant, si vous voulez. Alors là, on pourrait se dire, on a affaire à une militante, après tous les militants. Non, c'est une femme politique française. Elle est sur une liste aux européennes, la liste de la France Insoumise. Elle est 7e, donc elle est placée, elle a des chances de représenter la France demain au Parlement européen. Et là, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer, qui est en train de nous représenter. Et ces gens-là sont vraiment contre la démocratie et dans une forme de tyrannie extrêmement grave pour les idées. Un parti comme la France Insoumise indéfiniment? Parce que ça finit, ça finit par être dangereux. Ils sont dans l'arc républicain, comme dirait. Ça s'appelle la démocratie. Mais alors mais ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que si vous commencez à choisir les partis qui vous conviennent et que je choisis ceux qui me conviennent, on risque de commencer à avoir un problème. Donc le mieux, c'est peut-être de voter. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En effet, ils flirtent de plus en plus, et notamment depuis le 7. Jusqu'où Moi, je trouve que c'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. Non, moi, ce qui jusqu'où on tolère ça. Nous, elle refuse de venir sur Sud Radio. Oui. On invite tout le monde, encore une fois. Je dois rappeler aussi, c'est une petite parenthèse, quand il y a eu la grève à Radio France pour l'émission Média, nous avons voulu inviter des syndicalistes qui ont refusé de venir. Bien sûr. Parce que nous n'avions pas de syndicat à Sud Radio. Et même une syndicaliste a confondu Sud Radio avec le syndicat Sud en disant salut camarades. C'est véridique. Et donc voilà. Donc c'est l'ouverture d'esprit parfois de Non, mais certains. c'est une vraie question de savoir jusqu'où la démocratie peut tolérer des partis extrémistes. Je pense qu'il joue aujourd'hui le même jeu que Jean-Marie Le Pen sur la scène politique, c'est-à-dire en permanence de faire de la provocation comme ça, pour pousser les limites. C'est-à-dire qu'il y a eu ces questions à l'époque pour Le Pen, et aujourd'hui, on pourrait se les poser, et on devrait se les poser. Le Pen, c'est presque gentil à côté. Peut-être, mais moi j'entends dans votre remarque ce qu'on entendait il y a 40 ans sur le Front National. Absolument. Et en fait, moi, ma position est très simple. Je suis un libéral au sens ancien. Alors, donc voilà, moi je suis un vrai libéral. Tout le monde peut s'exprimer. S'il y a des gens qui votent pour eux, ils votent pour eux. Y compris des gens qui disent des horreurs. Et c'est vrai que je suis, par contre, qu'on soit insensible, qu'on devienne insensible à un certain nombre d'horreurs, ça me pose problème. Et c'est vrai que dans les tweets de Rimas, on a le droit de tout dire, mais malheureusement, il arrive un moment où ce qui est dit est énorme et il ne fait même plus réagir. Et c'est plutôt ça le problème. Il y a des sanctions pénales pour vous rappeliez Jean-Pierre quelque chose tout à l'heure. Encore une fois, je suis pour la liberté de pensée, d'expression. Et je trouve que sous l'influence de ces mouvements extrémistes, on se met à raboter, et c'est pas nouveau, et ça se fait un coup à droite, un coup à gauche, on se met à raboter les libertés publiques, les libertés fondamentales. Moi, je suis vraiment très attaché à cette liberté d'expression, y compris avec des salauds, des abrutis. Et c'est vrai que quand je vois, et c'est ce que j'avais envie de dire, alors c'est c'est quand même le moment de le dire aussi, c'est-à-dire que quand je vois un certain nombre de tweets, pour ceux de Rima Hassan par exemple, ou ceux d'Emeric Caron, qui ont des propos qui, hier encore, auraient suscité un tollé absolument énorme. Et aujourd'hui, on est devenu complètement insensible. Ça passe. Mais c'est le problème, c'est que c'est la surenchère. Que l'on réagisse, que l'on ne laisse pas faire cette surenchère dans des propos qui sont de plus en plus hallucinants. Oui, et après, il y a des élections. Oui, mais il y a des élections. Est-ce que le droit n'interdit pas certains types de propos? C'est jusqu'où la limite, c'est celle-là. C'est celle de... Pour l'instant, il y a des plaintes. La question, c'est est-ce qu'il faut être libéral avec des gens qui ne sont pas libéraux? Parce que là, vous voyez bien, dans cette intervention, ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment le propre d'un comportement et d'une attitude totalitaire. Donc, est-ce qu'avec ce genre de mouvement-là, qui eux, n'autorisent pas la pensée divergente, il faut autoriser la pensée divergente? Est-ce qu'on ne va pas se faire manger parce qu'on a des droits de l'homme et parce qu'on a des principes? C'est une vraie question. Je ne tranche pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans un système libéral, fonctionner avec des gens qui, eux, n'ont pas nos façons de fonctionner, ça peut être aussi un danger. Défendre, moi je tranche. C'est-à-dire que défendre un système libéral en le rendant illibéral pour lutter contre les illibéraux, c'est un paradoxe terrible. Donc il faut rester arc-bouté sur ces principes et combattre ces gens-là avec vigueur, mais pas les transformer en victimes. Moi, j'ai été assez frappée par si vous regardez les images sur les réseaux, par la population qui était à Dauphine, c'est-à-dire des femmes entièrement voilées en noir. C'était quand même très particulier comme assemblée hier à Paris-Dauphine. Et 10 000 personnes, et on va en parler dans la rue hier,
à Paris, ce n'est pas rien. C'était un nombre assez important. Il y a d'autres manifestations qui vont se dérouler ce week-end. On sent quand même une radicalisation de plus en plus forte de la situation, en particulier à Paris. Oui, même une importation. Hein. Ouais. Vous savez, moi j'ai été reporter pendant des années au Moyen-Orient. J'ai travaillé en Israël, dans les territoires. Et moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression de voir toutes ces problématiques-là qui sont spécifiques au Moyen-Orient, qui sont complètement importées à Paris, là. C'est Ramallah, je veux dire, ces manifestations, c'est Ramallah. Vous voyez des drapeaux palestiniens, de gens en plus qui souvent refusent de porter le drapeau français. Nous sommes en France. Nous sommes en France, et ces gens-là qui refuseraient de défendre la France dans son intégrité et dans son honneur, sont prêts à tout. Finalement, pour la cause palestinienne. Ça doit nous interroger sur l'importation de ces questions-là, et qui sont corrélées aussi à une forme de haine de l'Occident et de la France. C'est en plus très compliqué parce que je suis moi-même de plus en plus choquée, traumatisée par ce que vivent les populations civiles dans la bande de Gaza. C'est insoutenable. Donc, et plus ça va, plus la situation est insoutenable, plus il y a d'enfants dénutris qui meurent, etc., plus il y a quand même une forme de révolte humaine, qui n'est pas une révolte politique. Donc ça va pas s'arranger. Et il faut faire cesser, il y a un moment, il faut faire cesser cette guerre. Je veux dire que Alors la différence, je lisais ce matin que la différence, effectivement, entre des terroristes et des non-terroristes, c'est que les terroristes se réjouissent de faire du mal aux femmes, aux enfants et aux vieillards, et de faire couler du sang, alors que un pays en guerre le fait pour gagner, mais ne s'en réjouit pas. Oui, certes. Je pense que derrière tout ça, il y a quand même la stratégie probable du Hamas du 7 octobre, c'est-à-dire d'avoir poussé Israël à la faute et de médiatiser pour que, en fait, on ne regarde non plus le point de départ, mais le point d'arrivée. Bien sûr. Et que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a quand même derrière, de temps en temps, si on l'écoute, une revendication du Hamas lui-même finalement d'utiliser sa population. C'est ce que dit le leader du Hamas ce matin, la vidéo. Mais ils l'ont dit depuis le départ. Depuis le départ. Et c'est une voix finalement qui n'est pas mise en évidence, alors que, et encore moins par des gens comme Rima Hassan. Mais en effet, il y a cette espèce de stratégie qui consiste à dire regardez les méchants parce qu'on ne les voyait pas assez, donc mais en ayant fait le plus horrible, le plus sauvage qui soit. C'est pour ça que ça ne veut plus rien dire quand on veut un État palestinien. Moi aussi, évidemment, que je veux un État palestinien, mais ça ne veut plus rien dire. Qui en veut c'est ça. Mais oui, mais c'est tellement à l'opposé de ce qui se passe. Et comment est-ce qu'on détruit le Hamas en plus? Il y a plusieurs choses. Déjà, peut-être, je voulais apporter un élément qui j'ai écouté la radio publique, etc. ce matin, un élément qui devrait juste être mis sur la table, c'est concernant cet incendie meurtrier qui a eu lieu à Rafah hier soir. Il y a une enquête qui est en cours pour savoir exactement ce qui s'est passé. Tout le monde a déjà tranché. La version du Hamas a déjà été prise en compte par absolument tout le monde. Je me permets juste de mettre des éléments sur la table qui n'ont pas été apportés. Selon l'armée israélienne, il s'agit d'éclats d'obus qui sont tombés dans un réservoir de carburant. Et c'est ça qui a provoqué l'incendie. Donc ce n'est pas un bombardement de l'armée israélienne sur un camp de réfugiés, comme on peut lire ça et là par les grands médias, mais c'est, encore une fois, un incident collatéral. Il y a une enquête qui doit être avancée, mais la version palestinienne selon laquelle Israël aurait bombardé un camp de réfugiés n'a pas été prouvée non plus. Seulement, elle a été complètement avalisée par absolument toute la presse. Parce que c'est toujours comme ça. La force neutre et l'enquête, parce qu'il faut aller très vite dans ces cas-là, parce que sinon c'est dramatique. C'est une enquête qui va forcément prendre un peu de temps, mais de toute façon, Israël a déjà perdu sur le terrain du narratif, parce que le narratif palestinien est tellement plus puissant, tellement plus important, il y a tellement plus de gens qui de toute façon vont l'avaliser que Israël a perdu. Ce qui est intéressant de voir, si vous voulez, c'est que, on sait que le Hamas se sert de sa population comme bouclier humain. Je veux dire, ils ne s'en cachent pas. Ils sont en train de perdre sur le terrain de la guerre, puisque malgré tout, ces 8 mois ont quand même très fortement attaqué leur capacité militaire. Ça, c'est une réalité. Mais ils gagnent sur tous les autres terrains diplomatiques.
Je rappelle ce qui est en train de se passer ces dernières semaines. Vous avez plusieurs États européens, l'Irlande, l'Espagne, etc., qui reconnaissent l'État de Palestine. Oui, mais vous avez la Cour pénale internationale. Si, c'est un tout qui montre, si vous voulez, que le Hamas est en train, qui est une organisation terroriste, il faut lire sa charte, est en train de s'imposer aujourd'hui comme l'acteur incontournable et l'opposition contre Israël, et est en train de faire avancer des pions que l'autorité palestinienne, qui est réputée plus modérée, n'a pas réussi à faire. Donc, il s'impose et il réussit d'une certaine façon d'un point de vue diplomatique. Et là, on a le Conseil de sécurité de l'ONU qui est saisi par l'Algérie pour faire cesser les combats. Est-ce qu'on pourrait faire un État palestinien sans le Hamas? Parce que ça, l'ONU pourrait dire. Dans un instant, sur Sud Radio, petite pause. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron, de la montée du RN, du Rassemblement National, dans les intentions de vote. Alors Emmanuel Macron, hier, vous le savez, était en Allemagne, à Dresde, devant les électeurs et les dirigeants. Il a exprimé son point de vue face à la montée du Rassemblement National. Écoutez. Cette tendance n'est pas une tendance, c'est une réalité en Hongrie. Cela a été une réalité jusqu'à l'élection formidable en Pologne. Et partout dans nos démocraties, ces idées prospèrent, poussées par les extrêmes et en particulier l'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous. C'est quoi son métier, Emmanuel Macron? Non ? Il est président de la République, non? Enfin, il a une responsabilité. Oui, mais non, mais alors là, c'est quand même le rôle aussi d'un président de la République. Si il pense qu'effectivement il y a un danger en Europe d'idéologie grave, c'est aussi son boulot, quand même. Et sa responsabilité, peut-être, non? C'est peut-être problème le soupçon que l'on peut avoir, si on a de mauvaises pensées, que depuis 40 ans, on construit ce face-à-face avec le Front National sous prétexte de lui faire barrage, et aujourd'hui le Rassemblement National, et on voit bien, il y a quand même eu un débat à deux entre Attal et Bardella, donc on voit bien que c'est construit comme une stratégie pour empêcher tout autre parti politique d'émerger sur la droite ou sur la gauche du parti de gouvernement. Donc d'ailleurs on voit bien les difficultés, vos sondages le montrent tous les jours, les difficultés qu'a Bellamy pour exister et surgir entre ces deux qui s'affrontent, et puis plus de facilité à gauche, mais parce qu'il y a vraiment une volonté d'insister en fait sur ce face-à-face et d'en faire un élément de la stratégie. Donc c'est ça qui est troublant et un petit peu dérangeant. Moi je trouve que c'est un péché mortel, ça c'est une formule un peu catholique, d'accord, mais un péché mortel de la part d'Emmanuel Macron, qui a plein d'autres qualités et qu'il ne faut pas non plus flinguer toute la journée, mais ce désir absolu d'abord de penser qu'il n'y a que lui qui peut sauver les situations, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau de la France, au niveau des élections, etc. Et de faire des erreurs psychologiques, n'est-ce pas, monsieur le psychologue, des erreurs psychologiques telles que de mettre... Il voudrait promouvoir le RN, il s'y prendrait pas autrement. Mettre le représentant du RN face à son Premier ministre, c'est dingue. Et comme le Premier ministre n'aurait pas fait assez bien, il voudrait maintenant y aller lui-même, face éventuellement à Marine Le Pen ou à je ne sais qui. Donc c'est très ennuyeux, parce que sous de bonnes intentions certainement, les erreurs du président de la République sont quotidiennes maintenant. Ouais. Et ça, je trouve ça très inquiétant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment qu'il ait pris conscience de la détestation dont il fait l'objet, et j'ai l'impression que plus il dira qu'il ne faut pas voter Rassemblement National, et plus les gens iront. Je ne sais pas, peut-être vous qui êtes psychologue, est-ce que c'est de la psychologie de comptoir que je fais, mais c'est vrai que psychologiquement... c'est toujours la psychologie, toujours de comptoir. Oui. Je ne pense pas que Stéphane Amar... Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de détestation aussi forte que, par exemple, la situation d'Emmanuel Macron, si on la compare à celle de François Hollande, est bien meilleure. C'est pas ce que dit Frédéric Dabi, c'est pas la même chose. Il y a un rejet très très fort. Il n'y avait pas une haine de Hollande, il y avait un mépris aussi. Oui, il y avait un mépris. Là, il y a vraiment... Il n'y a pas de mépris de Macron. Oui, mais est-ce que globalement, la cote de popularité, enfin, il y a plein d'indicateurs, mais la cote de popularité d'Emmanuel Macron, ou de ses premiers ministres successifs, n'est pas si mauvaise, au bout de comparé avec beaucoup de leaders, comparé avec celle de Biden par exemple, c'est très différent.
Oui. Alors, finalement, les deux élections d'Emmanuel Macron reposent sur le face-à-face avec le RN. Bien sûr. Donc il a tout intérêt, en effet, à ériger comme seul adversaire ce parti. Pas oublier que son idée, c'était quand même de rassembler au maximum à gauche et à droite, et donc en effet on se retrouve avec un parti qu'il était encore possible de diaboliser, et de moins en moins. Donc là où ça devient compliqué, c'est que tout à l'heure on parlait de libéral, on pourrait surtout dire qu'on est dans une société libérée, désinhibée, et qui lâche un peu toutes les pulsions possibles. Alors du côté en effet du changement de genre, du côté de la fin de vie, du côté de la fin de vie, et du côté de l'agressivité, et on libère maintenant toute envie de tuer, d'agresser sans problème. Donc on peut aussi ne pas trop s'étonner finalement que les extrêmes, voilà, que les extrêmes, et d'ailleurs le radicalisme religieux en fait partie. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qui viennent s'ériger contre une société complètement débridée, complètement folle. Il faut bien le dire, il y a quelque chose de la folie sociale aujourd'hui. Oui. Et comment psychologiquement on redresse ça ? Alors, on n'a pas trouvé encore de psychotropes pour la société. Ce sont des psychotropes individuels. Non, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose là. Il y aura un retour des balanciers, non ? C'est compliqué. Tout à l'heure, on parlait des années 70. Je pense qu'il y a eu quelque chose là qui s'est complètement déverrouillé, et dont aujourd'hui, peut-être, on peut imaginer qu'on est dans les proliférations métastatiques. Mais ce qui va être terrible, c'est que... un petit mot peut-être peut-être sur Emmanuel Macron et sur sa stratégie d'entêtement. Il y a quand même une erreur. Vous savez, ces coqs-là qui vont taper sur le même point pendant très longtemps, et qui vont pas comprendre qu'en fait, ils font la même erreur 15 000 fois de suite. Je pense qu'ils se trompent de stratégie en diabolisant. Mais sur la question morale, le Rassemblement national. Ça y est, pour les Français, c'est un parti comme les autres. Ce n'est pas une bonne argumentation que de prendre, si vous voulez, la moralité pour attaquer le Rassemblement national. Le problème, c'est qu'il faudrait attaquer directement évidemment s'ils veulent attaquer leur adversaire, il faut le faire sur le programme, il faut le faire sur les idées. Ils sont encore restés sur un vieux logiciel qui consiste, si vous voulez, à essayer de délégitimer l'adversaire avec un argument moral, mais qui n'entre pas dans le fond de la question. Et donc c'est toujours des attaques extrêmement superficielles auxquelles les Français maintenant ont compris que ça ne fonctionnait pas, puisque les Français votent quand même beaucoup pour le Rassemblement national. Donc il faudrait aller sur les idées et les arguments. Mais comment est-ce qu'il ne comprend pas ça? C'est incroyable. Un mec intelligent, comment il ne comprend pas ça? Et son entourage. Mais je pense que c'est pas une histoire de comprendre, c'est que sur le plan des idées précisément, ils sont en difficulté. Parce que les idées que propose le RN vont dans le sens d'une opinion publique qui de plus en plus y adhère. Donc ça va être difficile de se battre sur le terrain des idées. Et puis ça passe complètement à côté d'une transformation majeure. Le Rassemblement national se positionne aujourd'hui comme un parti de gouvernement. C'est ainsi Bardella, avec son côté extrêmement lisse face à Attal, c'est bien ça qu'il essaie de jouer. Marine Le Pen, quand elle propose à Giorgia Meloni qui gouverne l'Italie d'une manière plutôt conservatrice que d'extrême droite, en réalité, dans les faits, et qui s'entend d'ailleurs assez bien avec les institutions européennes, et quand elle exclut son alliance avec le parti d'extrême droite en Allemagne, elle a bien une stratégie de se positionner comme un parti de gouvernement. Donc il y a un hiatus aujourd'hui et c'est ça aussi qui explique que l'opinion publique est perplexe, et c'est ça aussi qui explique que vous avez 40% quand même des voix entre le Rassemblement national et Reconquête, mais seulement 5, 6, 8% pour Reconquête, et un Rassemblement national qui se présente aujourd'hui comme un parti de gouvernement. Et ce qui est drôle, c'est que en même temps, on aurait pu imaginer que ça donnait le centrisme. Or, pas du tout. Ça n'a pas donné du centrisme, parce que qu'on aime ou pas, moi c'est pas ma tasse de thé le centrisme, mais qu'on aime ou pas le centrisme, il y a un côté mesuré quand même. Et ça a quand même participé à ce que les partis traditionnels disparaissent. Ou presque. Oui, on est sur des extrêmes. Ça a étouffé on parle de l'extrême droite, certains parlent de l'extrême droite pour parler du Rassemblement national, mais quand vous regardez quand même les corps de métier et les couches de population qui votent pour le Rassemblement national, ce sont les classes populaires.
Donc on peut dire extrême droite, mais enfin, on pourrait considérer aussi que le Rassemblement national est un parti de gauche d'une certaine façon. Mais puisque ce sont les plus pauvres et ce sont les classes inférieures, les classes sociales inférieures qui votent pour ce parti. Donc si vous voulez, c'est aussi une façon même des classes populaires de les insulter une nouvelle fois. C'est la double. C'est que c'est l'économie. Non, mais qui vote aujourd'hui pour le Rassemblement national, ce sont les classes populaires. Vous avez tout à fait raison. Et je voudrais dire un truc très important, c'est que les entreprises, les entrepreneurs, etc., qui traditionnellement ne sont pas à gauche, sont très embêtés parce qu'ils ont envie de voter Rassemblement national et la seule chose qui les en empêche, c'est l'économie. Et vous avez mis le doigt dessus. Et ils sont très embêtés d'ailleurs chez RN parce qu'ils se sont fait conseiller partout. Ils sont très embêtés parce que les mesures pseudo-libérales ou en tout cas favorisant l'entreprise, etc., ils peuvent pas les prendre parce que leur électorat est de gauche. Ce que vous appelez la droite et l'extrême droite, c'est un parti de gauche. Absolument. Et c'est pour ça que Reconquête essayait d'apporter une nuance en étant sur le terrain identitaire plus proche du Rassemblement national, en étant de droite. Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour. Et sur le terrain économique, être plus libéral. Mais on voit que ça ne fonctionne plus et que finalement, c'est l'autre formule, c'est-à-dire protectionniste sur le terrain économique et identitaire et conservateur sur le terrain des valeurs, qui est celui du Rassemblement national et qui aujourd'hui porte très largement dans notre société. C'est un fait. Et les arguments moraux d'Emmanuel Macron n'y changeront rien. Je pense qu'il se trompe de stratégie d'attaque. Sans compter que ces arguments moraux s'adressent finalement implicitement à toute la population qui ne se reconnaît pas du tout là-dedans. Manifestement. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Leclerc, bonjour. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue avec l'actualité et la loi sur la fin de vie. Alors on a la chance d'avoir avec nous Stéphane Amar, donc docteur en psychologie. Vous avez publié l'accompagnement en soins palliatifs, approche psychanalytique chez Duno, mais il faut bien préciser, on l'a évoqué, que ce sont deux choses totalement différentes. Les soins palliatifs, enfin ça rejoint, c'est la fin de vie, mais on parle pas de la même chose non plus là. Pas l'euthanasie. Comme beaucoup de problèmes, on est d'une part dans l'idéologie, d'autre part dans la perversion des mots, tout simplement. C'est-à-dire qu'on tord les mots dans le sens qui nous arrange et on en arrive en effet aujourd'hui à parler employer par exemple ces termes qui ont complètement mis de côté la question de l'euthanasie, la question du suicide assisté, pour des termes qui sont évidemment beaucoup plus séducteurs. Aide active à mourir. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de chacun de ces termes-là qui mériterait déjà qu'on s'y arrête. Mais enfin voilà. Donc non, évidemment, on est dans deux conceptions différentes. L'une idéologique, et ça, je pense, c'est un point très important. C'est-à-dire que le fait de militer pour une aide active au sens où on la déciderait relève de l'idéologie pure et dure. Les soins palliatifs, non pas qu'ils soient contre en réalité cette question, ils sont contre la généralisation et donc la légalisation. Et sur un plan symbolique, on en manque un petit peu aujourd'hui de plus en plus. C'est interdit et fondamental. Ouais. Voilà, donc on arrive aujourd'hui à une situation où on a un combat entre une idéologie et une pratique de terrain, parce que c'est ça qui compte. En fait, vous parliez tout à l'heure de la tyrannie des minorités, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une minorité sur le terrain qui demande l'euthanasie, et ça je peux en témoigner sur près de 30 ans de pratique. C'est quand même pas tous les jours qu'on a de vraies demandes d'euthanasie sur le terrain pour des gens qui sont concernés. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, évidemment, c'est qu'on a suffisamment réussi à tordre l'opinion, on pourrait le dire pour plein d'autres sujets dont on a parlé tout à l'heure, on tord l'opinion des gens qui sont des bien portants et qui fonctionnent sur un registre imaginaire. Ouais. Et on arrive en effet à l'idée qu'il faut éviter à tout prix, c'est-à-dire que le mourir, non pas la mort, le mourir est devenu un objet phobique. Il faut absolument éviter de mourir, la dégradation. Et donc, on met en avant, on rend très jolie l'idée que si on maîtrise, on voudrait tout maîtriser. Il y a plein de sujets encore, on en parlait tout à l'heure pour la transidentité, ou tout maîtriser au nom d'un individualisme débridé, le collectif n'a plus aucune importance. Et en effet, au nom du moi-je, j'ai droit,
on arrive. Alors c'est intéressant parce que quand Monsieur Macron a présenté ce projet, il nous a fait un florilège. Je crois que je l'utiliserai dans mes cours pour les étudiants, un florilège de ce qu'on appelle la dénégation. Ouais. Hein, ce n'est pas un droit, ce n'est pas de l'euthanasie, ce n'est pas du suicide. C'est exactement ça, la dénégation, c'est-à-dire dire ce qu'est quelque chose en disant que ce n'est pas. Ce n'est pas. mais en même temps, cette loi. Selon un certain nombre de médecins, alors il y a eu une tribune de médecins qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, mais un certain nombre de médecins disent qu'elle est aussi indispensable, comme il y avait eu la loi sur l'avortement, qui avait cadré les choses. Donc est-ce que, pour pas les laisser seuls face à ces décisions? C'est bien le problème, c'est de se calquer sur, d'emboîter le pas de l'avortement, pour d'une part le rendre évidemment beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus acceptable. Or on est dans des problématiques qui n'ont rien à voir. Rien à voir, puisque là, il s'agit de tuer quelqu'un. Jean-Pierre Denis. Moi, j'aimerais bien que les journalistes, mes consoeurs, nos confrères, fassent un peu leur boulot. Et je trouve qu'ils le font. Et ils le font extrêmement peu. Il y a des choses qu'ils ne font pas. Par exemple, aujourd'hui, Agnès Firmin, qui était hier matin, ministre, et a promu cette loi, elle feint de s'indigner, parce que la loi telle qu'elle arrive là, après le passage en commission, est une loi totalement extrémiste. Et là, je crois, je pèse mes mots, il n'y a pas l'équivalent dans le monde. Il n'y a pas l'équivalent dans le monde. Quelle surprise. Bon. Il y a la ministre de la Santé. Revenons donc à ce qu'elle a proposé quand elle était ministre. Nous allons développer les soins palliatifs. Il y en aura un centre au moins dans chaque département. Mais allez donc vérifier si ces centres de soins palliatifs ont été ouverts. Allez donc vérifier si les sommes ont été votées, si les sommes font partie du budget de la nation. Enfin, excusez-moi, mais c'est quand même le boulot de journaliste de base. Et ce boulot-là, il n'est pas fait. Donc ça, c'est la première chose. Donc on emballe dans des promesses, dans un discours. La deuxième chose que les journalistes ne font pas, et ça fait des années que ça dure, parce que c'est un travail qui est préparé de longue date, c'est de faire la distinction entre des cas extrêmes que nous connaissons tous. Voilà, nous connaissons une personne qui a été dans une situation qui a été très mal gérée, elle a été très mal accompagnée, elle a souffert, on a prolongé son existence dans des conditions qui n'étaient pas souhaitées ni souhaitables. Donc on connaît toutes ces situations parce que on connaît aussi la crise de l'hôpital et les problématiques qu'il y a un petit peu partout. Et à partir de ces cas qui nous bouleversent, nous obliger à aller vers un système dans lequel demain, en fait, vous serez pauvre, vous n'aurez pas les moyens d'avoir une vie à peu près confortable, vous demanderez, pour pas embêter vos enfants, vous demanderez l'euthanasie. Et ça, c'est une réalité. Allez au Canada, allez en Belgique. Faites votre boulot, les confrères et les consoeurs. Là, je parle vraiment en journaliste. Faites votre boulot. J'ai lu je sais plus, je crois que c'est dans le Figaro, justement, cet exemple canadien où on voyait que les gens les plus pauvres étaient ceux qui avaient le plus recours c'est une réalité. C'est pas un fantasme, c'est une réalité. C'est une réalité. Oui. Et demain, vous aurez aussi, et c'était la volonté, je crois même que ça figure dans la version du projet de loi, demain, vous aurez un délit d'entrave qui sera que si vous voulez accompagner quelqu'un en disant attendez, vous avez peut-être une solution, on peut peut-être vous accompagner autrement qu'en vous proposant la mort, vous serez susceptible, vous tomberez sous le coup de la loi. Mais alors, on connaît aussi tous, on a parlé des jeunes, on a parlé des adolescents. Enfin, on sait aussi qu'il y a un problème énorme de progression des désirs de suicide, etc. Exactement. Donc demain, on pourra encore prévenir le suicide. La loi le prévoit, non? La loi ne le prévoit pas. C'est-à-dire que demain, je dis voilà, je veux en finir. On va m'administrer une substance. Non, il y a quand même des conditions. Il y a des conditions précises. Il faut être dans un état de maladie qui soit très avancé. L'argument qui consiste à dire ça va être extrêmement circonscrit est un argument qu'aucun des pays qui ont légalisé ou dépénalisé n'a pu tenir. Donc il y a un moment, si vous voulez, il faut avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que j'étais à un congrès, il y a des représentants de tous ces pays-là. Il n'y en a aucun qui est resté campé sur les conditions de départ. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une évolution de la loi, une banalisation, et puis des revendications des autres souffrances. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant, si on peut dire, voire effrayant ce qui se passe en France, c'est qu'on élargit d'emblée les conditions.
on les rend en effet très très drastiques. Enfin au sens où là il y a quelque chose d'une revendication à ce droit. Alors, de mourir, et on prend de l'avance d'une certaine manière. Mais aucun des pays n'a réussi à éviter la question des malades mentaux, la question des personnes âgées et la question des enfants. Et des doutes. Je comprends ce danger et ce risque, si vous voulez, que ce projet de loi soit tordu et qu'il soit aggravé. Simplement, là, j'écoutais il y a quelques jours un podcast qui a été fait par les députés Renaissance qui expliquait cette question. Selon eux, les conditions sont très précises. Ce sont pour des situations où le malade est atteint d'une maladie incurable, dont le pronostic vital est engagé à court et moyen terme, c'est-à-dire maximum 12 mois. C'est-à-dire que c'est une personne qui est dans des situations de souffrance immenses et qui sait qui de toute façon ne va que faire que s'aggraver. Ça, c'est ce qu'ils disent, et c'est notamment Olivier Véran, qui a été quand même ministre de la Santé, qui raconte ça. C'est ce qu'il disait. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas d'avis. C'est très compliqué, vous savez, je n'ai pas d'avis très tranché, parce que je trouve que c'est une question. Et je reprends Astrid Pagnosian-Bouvet, qui elle connaît ces questions-là. Et je me souviens d'une phrase qu'elle avait utilisée dans l'une de ses interviews sur ce sujet-là. Elle avait dit, il y a des sujets sur lesquels qu'on ne peut pas aborder sans avoir la main qui tremble. Moi, personnellement, quand j'essaie de m'intéresser à cette question, j'ai toujours la main qui tremble. Et sa question, et ce qu'elle dit, elle, est très intéressant. Elle dit que le problème, c'est aussi, elle ne va pas voter cette loi, elle qui est députée Renaissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui la gênent, et notamment le fait, par exemple, de demander à un tiers d'appliquer la sédation. Et ça peut être compliqué. Donc, elle ne va pas voter la loi. Ça devient un droit à tuer. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons